À mon avis, c'est très peu connu. Ben, je vois bien d'ailleurs, parce que quand on en parle dans son entourage familial ou amical, ah bon, il y a pas longtemps des âgés, les gens, mais c'est quoi cette bête-là, quoi? Ils ne connaissent pas. Non, non, c'est sûr. Les représentants d'usagers, les RU, sont mal connus du grand public et pourtant ils sont au cœur même de la démocratie sanitaire. Leur rôle est de défendre et représenter les intérêts des usagers du système de santé. Ils siègent en tant que bénévoles dans de nombreuses instances hospitalières ou de santé publique. C'est la loi du 4 mars 2002 qui définit le cadre de la représentation des usagers du système de santé. Les associations de patients, d'usagers, de consommateurs ou de familles doivent demander l'agrément auprès du ministère de la Santé ou des agences régionales de santé. Seuls les membres d'associations qui ont reçu cet agrément sont habilités à représenter les usagers au sein du monde sanitaire. Je me rappelle très bien la première fois que je suis rentré dans cette salle de cet établissement de l'AP-HP de Paris. Je me suis donc présenté et j'ai eu à chacun des interlocuteurs la même question. Donc je me présentais, Nicolas Brun, représentant usager. Ah bon, représentant usager? Mais le syndicat, mais nous, quand on défend les professionnels, on défend les usagers. Pourquoi il y aurait des représentants? Les médecins? Attendez, moi les malades, je les ai tous les jours, je sais ce qu'ils pensent. Les élus, attendez, moi je suis l'élu du peuple, donc c'est moi qui représente les usagers. C'est-à-dire que chacun des participants au conseil d'administration se disait légitime pour parler au nom des usagers. Il y a encore peu de temps, nous sommes intervenus auprès d'un établissement très important de la région parisienne qui refusait que le représentant d'usagers aille dans les étages. On en était là. Parce que brocard des chefs de service qui vont dire mais de toute façon ils vont aller retourner la tête de nos malades, ils vont aller créer du judiciarisation inutile, enfin que des bêtises. Moi, la première fois que je suis arrivée dans un hôpital psychiatrique représentante des usagers, tout le monde a pensé qu'ils allaient m'utiliser. Les syndicats pensaient que je serais comme eux, la direction penserait que je serais comme eux, et les professionnels penseraient que je serais comme eux. Et j'ai réussi, je crois qu'être la seule encore, à avoir à un moment donné tout le monde contre moi. Alors j'étais obligée de sortir pour pleurer dans les escaliers, mais je suis re-rentrée, mais j'ai eu tout le monde contre moi. C'était quand même terrible. Ce qui fait la difficulté du représentant des usagers, tel qu'il figure dans la loi, c'est qu'il ne doit pas venir dans une instance pour parler de sa maladie, mais pour parler des intérêts globaux des patients. C'est ça qui est difficile dans le mandat de représentant des usagers au sens de la loi du 4 mars 2002. C'est qu'on lui donne un mandat, en quelque sorte général, de s'exprimer sur l'ensemble des problématiques du système de santé, alors que lui, il vient d'une mobilisation qui est une mobilisation particulière. La lutte contre le sida, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale, la mucoviscidose. Voilà, on vient tous d'engagements particuliers et on nous réclame de nous exprimer d'une manière générale. Les représentants des usagers ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de leur mandat. Un représentant des usagers, c'est quelqu'un qui est formé à cette tâche, parce qu'il faut s'y former. Il ne s'agit pas d'arriver dans une instance de santé et de ne pas pouvoir dire un traître mot parce qu'on n'est pas capable de prendre la parole en public ou parce qu'on est intimidé par monsieur le professeur ou monsieur le directeur. Sur une commission de 30 personnes, qui sont 30 professionnels, vous ne pouvez pas vraiment faire bouger les lignes. Il faut avoir une prise de parole facile, il faut bien connaître les sujets, il faut faire face à des... Il y aura toujours dans le groupe quelqu'un qui va vous démontrer, même poliment, que vous n'y connaissez rien et que c'est pas du tout comme ça que ça marche. La pire des choses serait d'avoir des représentants des usagers qui ne soient que des potiches. C'est-à-dire qu'ils sont contents d'être là, ça leur donne un statut. Alors, je suis au conseil d'administration de l'hôpital, je vais à la conférence, machin chose, etc. Je veux dire, si c'est pour poser ses fesses sur un siège et avoir son nom sur un bandeau, ça ne sert à rien.
Et même, ça dessert la fonction. Les représentants d'usagers sont présents à quasiment tous les niveaux du système de santé français. Au niveau national tout d'abord, ils siègent dans plus de 20 grandes agences et commissions nationales, de la Conférence nationale de santé au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, en passant par la Haute Autorité de santé. Les représentants d'usagers sont aussi présents au sein des ARS, les agences régionales de santé, qui pilotent les stratégies et décisions en matière de santé dans chaque région française. Plus localement encore, les représentants d'usagers sont aussi présents dans les instances des territoires de santé, qui déclinent localement les politiques régionales de santé. Enfin, les représentants d'usagers sont censés siéger dans quelques 2600 établissements de santé publics et privés, hôpitaux, cliniques et centres de santé. Au total, plus de 15 000 mandats sont aujourd'hui ouverts aux représentants des usagers sur tout le territoire. La tâche est immense pour investir chacune des innombrables couches du gigantesque millefeuille de notre système de santé. Parfois, on a aussi l'impression que ce sont des lieux insuffisants, parce qu'il y a tellement d'autres lieux dans lesquels on n'est pas et qui sont décisifs. Je prendrai quelques exemples. Le comité économique des produits de santé, où on discute du prix des médicaments. La commission de la transparence à la Haute Autorité de santé, où on discute de la pertinence ou de la qualité d'un traitement. On n'y est pas présent. Comment est-ce possible, dans un pays qui a inventé la démocratie sanitaire, de continuer à exclure les patients et les usagers des lieux qui sont des lieux déterminants pour la prise en charge des maladies? C'est invraisemblable. Donc il y a à la fois beaucoup de lieux dans lesquels on est présent, certains dans lesquels d'ailleurs c'est anecdotique, où on a extrêmement peu de pouvoir, et puis des lieux où on est totalement absent et où il faudrait absolument qu'on y soit. Les salariés, membres d'une association visée à l'article L 1114-1, bénéficient du congé de représentation prévu par le Code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger. Dans l'équipe de Rennais-Loup, on a beaucoup de gens qui sont actifs, qui travaillent, qui sont concernés directement ou indirectement par la maladie, qui ont le souhait de s'investir, qui comprennent nos démarches, notre plaidoyer, qui ont des compétences. Et néanmoins, on a des difficultés à les mobiliser sur ce genre de représentation, à les faire participer à des réunions, à des groupes de travail, parce que ça entre clairement en concurrence avec leur activité professionnelle. Alors si le syndicalisme est compris par les chefs d'entreprise, pas toujours bien vécu, mais compris et identifié, alors le syndicalisme lié à la représentation des usagers, je mets ma main à couper qu'il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise qui vont comprendre très exactement ce que veut le salarié. Mais bon, c'est pas parce qu'ils comprennent pas aujourd'hui qu'ils comprendront pas demain. Et d'ailleurs, moi, je veux bien être le porte-parole auprès des chefs d'entreprise en étant un moi-même depuis presque 30 ans dans l'industrie, du bien fondé de laisser leurs salariés au moins prendre les 9 jours auxquels ils ont droit, parce qu'actuellement c'est 9 jours, pour faire de la représentation. Mais 9 jours, c'est tellement rien par rapport à la fréquence de mobilisation qui est demandée par les autorités compétentes. Un établissement qui dit, ben voilà, j'ai 3 groupes de travail cette semaine, et qui n'interroge pas l'usager pour savoir ses disponibilités, pour savoir peut-être, ou en tout cas de s'arranger pour qu'on puisse au moins 2 groupes les faire suivre de 2 heures, de les faire suivre sur une matinée, pour que la personne, si elle a une activité professionnelle, si elle veut prendre une RTT, ne prenne qu'une demi-journée de RTT pour pouvoir y aller. Elle ne va pas pouvoir prendre 3 demi-journées de RTT. Vous ne trouverez personne, à part des saints, et encore, il n'y en a plus. Il y a aussi des contraintes financières qui font que tout n'est pas pris en charge. Il vous reste toujours, il faut que vous imprimiez, vous avez une cartouche d'encre, il y a des trajets qui sont plus ou moins remboursés, les transports en commun à l'intérieur de la ville ne sont pas pris en charge, si vous habitez à 20 km de la gare, c'est pas pris en charge, voilà. Donc il y a des contraintes de temps et des contraintes financières. Donc on voit bien toutes les limites de l'exercice du bénévolat et de la représentation des usagers telle qu'elle est conçue actuellement, avec un statut qui n'est pas très clair, avec des modalités qui restent complexes, et puis avec finalement une espèce d'antagonisme entre une vie professionnelle et ses missions d'intérêt général.
Ça fait très longtemps que nous demandons qu'il y ait un statut, c'est-à-dire un statut qui permette à les personnes qui exercent une activité professionnelle d'obtenir des décharges de services, des congés, etc., qu'elles ne soient pas obligées de prendre ça sur leur RTT ou leurs vacances, etc., ou bien que ce soit alors réservé à des retraités. Donc c'est très important qu'il y ait des gens de générations très différentes et de statut social très différents qui représentent les usagers.